Christine Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous plaidez pour l'intégration économique dans les pays de l'Union du Maghreb arabe. En quoi estimez-vous que cette intégration peut concrètement bénéficier à ces pays ? Une meilleure intégration permettra de développer plus de croissance, d'avoir une capacité d'offre mieux coordonnée, en particulier pour les investisseurs directs étrangers, et permettra, de mon point de vue, de concentrer de manière stratégique sur les secteurs créateurs d'emplois. L'Union du Maghreb arabe existe depuis 1989. 24 ans plus tard, le volume des échanges commerciaux intra-régionaux atteint à peine les 3%. Quel est le coût du non-Maghreb et quels sont les principaux obstacles à l'intégration économique maghrébine ? Les coûts du non-Maghreb, c'est en fait une perte d'opportunité. Quand vous parlez de à peine 3% d'investissement direct étranger, c'est extrêmement bas par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique latine, qui ont beaucoup bénéficié d'investissements pour tirer leur croissance. Les obstacles à cette insuffisance d'intégration, ce sont souvent malheureusement des obstacles politiques, des stratégies de développement national, et je crois que aussi bien le secteur privé que le secteur financier, que les institutions internationales essaient d'œuvrer à une meilleure intégration. Les chefs d'État de l'UMA ne se sont pas réunis depuis 1994 et la fermeture de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. En juillet 2012, le président tunisien Monsef Marzouki avait annoncé un sommet pour octobre avant d'être désavoué 2 jours plus tard par le ministre algérien des Affaires étrangères. Donc n'y a-t-il pas un manque criant de volonté politique et l'intégration économique peut-elle progresser tant que cette frontière reste close ? Il est évident que cette fermeture de frontières constitue un obstacle aux échanges. Dire le contraire serait faire une grossière erreur économique, géographique et politique. Donc ce verrou-là, il faudrait arriver à le faire sauter pour faciliter les échanges, permettre la communication des biens, des services, des capitaux. Je pense que les forces économiques vives que sont le secteur privé en particulier attendent ces développements. Et je crois que les autorités de ces différents pays doivent être à l'écoute du secteur privé et puis permettront aussi de mieux servir leur population, de mieux rassembler leurs forces pour lutter contre des phénomènes d'insécurité qui ont trait notamment à l'insuffisance du commerce. Le printemps arabe a-t-il durablement impacté les économies des pays du Maghreb et l'évolution démocratique de plusieurs de ces gouvernements maghrébins peut-elle favoriser justement cette intégration ? Moi, j'ai écouté attentivement les discours des représentants au niveau des banquiers centraux. Il y a manifestement une volonté de changement, une détermination à développer les économies. Je pense que la pression du mouvement populaire aspirant à plus et mieux de démocratie entraîne une détermination nouvelle à ouvrir les économies et à avoir plus et mieux d'intégration économique. Concrètement, quels sont les secteurs ou le type de produits qui bénéficieraient le plus d'une meilleure intégration économique ? Aujourd'hui, quand on regarde les investissements étrangers d'un pays vers l'autre, on s'aperçoit que la relation est très forte entre, pour faire simple, les pays européens et les pays du Maghreb, avec une prédominance sur Tunisie et Maroc. Quand on regarde sectoriellement, on s'aperçoit que ce sont souvent les secteurs énergétiques et les secteurs miniers qui sont les destinataires des investissements croisés. Il y a d'autres vecteurs de développement. Il y a l'agriculture, avec l'augmentation de la chaîne de valeur et l'implantation d'industries agroalimentaires, les échanges de connaissances et de savoir-faire dans ce domaine. Deuxième secteur, c'est le secteur des services. Parce qu'un des atouts du Maghreb, c'est évidemment sa jeunesse, éduquée, formée, qui peut concourir à de la valeur ajoutée dans le secteur des services. Je pense notamment aux technologies de l'information, à l'ingénierie, aux créations de logiciels. Voilà des secteurs d'activité à forte valeur ajoutée qui permettent la diversification des investissements et sur lesquels le potentiel démographique des pays du Maghreb peut s'investir. Le niveau de développement économique n'est pas homogène dans tous ces pays, alors peuvent-ils réellement être complémentaires et non concurrents ? Chacun des pays a ses forces et ses faiblesses et il se trouve que ce ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment des richesses à partager et ça n'est pas un jeu à somme nulle. Je pense qu'ils peuvent identifier des secteurs qui leur sont communs sans être concurrents. Mais l'Algérie et la Libye bénéficient de la manne pétrolière quand les importations énergétiques pèsent sur les 3 autres pays. Alors une meilleure intégration économique pourrait-elle réellement bénéficier de manière égale à chacun des 5 pays ? Vous savez, les forces d'aujourd'hui ne seront pas forcément les forces de demain. Les progrès technologiques seront tels que être une source d'approvisionnement en produits agricoles sur un territoire très bien irrigué sera peut-être une force infiniment supérieure à ce qu'elle est considérée aujourd'hui par rapport à des approvisionnements en pétrole faciles. Bien sûr, des pays comme la Libye ou l'Algérie peuvent se dire aujourd'hui partager une manne pétrolière en échange d'une chaîne agroalimentaire ou d'un savoir-faire important développé par le Maroc, par exemple, c'est un marché de dupes. Il faut voir un peu plus loin que les quelques années qui viennent et réfléchir à long terme sur l'exploitation réciproque des forces de chacun de ces pays. Nous sommes à Nouakchott, les derniers chiffres montrent un taux de croissance à 4% et en septembre 2012 un niveau de réserve de change record. Mais est-ce qu'à l'image de nombreux pays africains, il n'y a pas un fossé entre les chiffres macroéconomiques positifs et la réalité d'une majorité de la population qui ne voit pas son niveau de vie s'améliorer ?
Dans les relations que nous avons, nous, le FMI, avec la Mauritanie, nous encourageons vivement ce pays à constituer ce qu'on appelle des filets de sauvetage sociaux, des réformes destinées à protéger les plus faibles et les plus démunis pour précisément parvenir à un développement qui soit plus harmonieux. Parce qu'on le sait, une croissance qui ne serait ciblée que sur un petit groupe de bénéficiaires au détriment de larges couches de la population, ça n'est pas une croissance durable, ça n'est pas une croissance solide. Madame Lagarde, merci.